Bonjour à tous. Nous allons ouvrir donc cette conférence sur les travailleurs pauvres. Quelles solutions? Je m'appelle Gilbert Sett et je vais modérer cette conférence. Peut-être un petit mot avant de vous présenter les quatre intervenants. La thématique des travailleurs pauvres, des working poor, a pris une certaine emphase dans les années 60 aux États-Unis. D'abord parce que dans une époque de prospérité, de croissance forte, d'augmentation assez forte chaque année du revenu moyen, des observateurs, des économistes ont découvert qu'il existait d'une façon significative des travailleurs pauvres aux États-Unis, ce qui semblait évidemment contradictoire avec la prospérité du pays à cette époque, à l'époque des Trente Glorieuses. Et donc beaucoup de travaux ont été alors engagés sur cette thématique des travailleurs pauvres, des working poor. Et puis bien sûr, cette thématique et l'étude de cette thématique a traversé l'Atlantique pour, comment dirais-je, être aussi fortement étudiée, analysée dans les pays européens, dont la France. Alors pour connaître évidemment les facteurs de pauvreté laborieuse et les éventuelles politiques qui pourraient être efficaces pour lutter contre la pauvreté au travail. Alors nous avons la chance d'avoir quatre experts de haut niveau pour discuter cette question. Vous pourrez, après leur présentation, poser des questions par SMS qui seront directement accessibles pour moi sur la tablette qui est devant moi, si j'arrive, si je sais m'en servir. Quatre intervenants, donc, et dans l'ordre d'intervention, d'abord Stéphane Carcillo, qui nous présentera un regard international, comparatif, entre des pays avancés. Ensuite, Pauline Givors, alors, Stéphane Carcillo, chef de la division emploi et revenus de l'OCDE, et, si tu m'autorises à le dire, aussi président, maintenant, du groupe d'experts sur le SMIC, qui est quand même une thématique qui n'est pas sans rapport avec celle de cette conférence. Pauline Givors, ensuite, qui est chef du département des études de l'INSEE et qui zoomera sur la situation française. Troisième intervenant, ce sera Antoine Bozio, qui est directeur de l'Institut des politiques publiques et qui nous présentera les grandes lignes du rapport qu'il vient de rédiger avec Étienne Vasmer sur une thématique qui est complètement liée à celle de cette conférence et qui nous dira comment l'empilement des dégressivités, des exonérations de cotisations sociales et des prestations aux bas revenus, primes d'activité, APL, etc., peuvent éventuellement freiner la mobilité salariale au niveau du SMIC, au niveau des bas salaires. Et puis, enfin, dernier intervenant, Luc Mathieu, secrétaire national à la CFDT, qui nous présentera le point de vue de son organisation syndicale sur cette thématique. Et Luc est, entre autres comme responsabilité, la thématique des salaires. Voilà, donc sans plus attendre, on démarre tout de suite avec l'intervention de Stéphane. Merci beaucoup, Gilbert. Alors, cette problématique des travailleurs pauvres, c'est une problématique sur laquelle on travaille beaucoup à l'OCDE, en comparaison internationale, parce qu'on suit les revenus des individus et on se pose la question des politiques les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté. Et dans ce cadre, on a aussi beaucoup regardé quelle est la part des personnes qui travaillent et qui sont dans une situation de pauvreté. Alors juste pour rappeler un élément de cadrage, qu'est-ce qu'on appelle la pauvreté? Il y a plusieurs manières de mesurer la pauvreté. Peut-être que Pauline en parlera plus précisément, mais la manière la plus consensuelle, je dirais la plus fréquente, c'est une notion de pauvreté relative. C'est-à-dire que on est pauvre dans un pays lorsque son revenu se situe en dessous d'un certain seuil qui est lui-même défini par rapport au revenu des autres. Alors vous savez, aujourd'hui, il y a une notion qui est très utilisée, c'est le revenu médian, c'est-à-dire un revenu des ménages pour lequel on a 50% des ménages qui vivent au-dessus et 50% des ménages qui vivent en dessous.
Ce revenu médian, en fait, c'est souvent ce qu'on utilise pour définir la pauvreté. Alors, je vais vous montrer peut-être un premier slide, si on peut passer les slides maintenant. La notion qu'on utilise au sein de l'OCDE, c'est pour définir un ménage pauvre, c'est un ménage dont les revenus est inférieur à 50% du revenu médian. Merci. Alors, 50% du revenu médian, l'INSEE utilisera 60 parce qu'en Europe, on utilise 60, mais nous, on utilise 50%. Donc ça, c'est en fait un seuil de pauvreté relative. Qu'est-ce que ça veut dire en euros en France? Alors, c'est pas facile parce que c'est du revenu médian qui est calculé au niveau du ménage, ensuite, en fonction de sa taille, etc. On va dire qu'on est autour de quoi comme seuil? 1200 pour une personne seule, ça, je dirais 1200. Voilà, pour une personne seule, je dis pas de bêtises, environ 1000. À 60%, 1200, à 50% probablement 1000 euros, autour de 1000 euros, ici dans ce graphique-là. D'accord? Donc dans ce graphique, vous voyez qu'en France, alors les petits losanges orange, c'est la population entière. On a environ, on a 8,4% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté défini à 50%, c'est les 1000 euros, plus 14%, on verra si on passe au seuil de 60%. C'est une notion relative. Hein. Et quand on fait le même calcul pour tous les pays, vous voyez que la France se situe on dirait dans le tiers des pays où le taux de pauvreté est relativement faible, relativement plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il est très bas, hein, c'est toujours très, très élevé parce que ça fait beaucoup de monde et beaucoup de ménages, mais comparativement aux autres pays, on est un petit peu plus faible. Alors ensuite, les barres, ça concerne uniquement les personnes vivant dans un ménage où au moins une seule personne travaille. Parce qu'évidemment, quand on calcule les petits losanges, on est assez agnostique sur la situation du ménage. On vit dans un ménage pauvre, qu'il y ait des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas du tout, des retraités, pas des retraités, il y a tout le monde, d'accord ? Dans la petite barre, dans les barres verticales, ça ne concerne que les personnes qui vivent dans un ménage où au moins une personne travaille. Donc c'est ce qu'on appelle la situation des ménages qui travaillent, et donc on voit que le taux de pauvreté est plus faible. Là, on est autour de 6% en France. Ça veut dire que grosso modo, en France comme à l'étranger, le travail, ça protège contre la pauvreté, ça fait sortir de la pauvreté beaucoup de ménages et beaucoup de personnes. Alors, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est pour lutter contre la pauvreté au travail, il faut mettre en place un salaire minimum suffisamment élevé. C'est tout à fait légitime. Parce que ça va changer la situation des personnes qui travaillent. La situation sur la pauvreté en général, c'est beaucoup moins évident. C'est beaucoup moins évident que le salaire minimum ait un effet automatique sur le taux de pauvreté de la population. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des ménages qui ne sont pas pauvres et qui eux-mêmes travaillent au salaire minimum parce que leur partenaire, par exemple, travaille à un salaire supérieur. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont pauvres parce qu'ils sont les seuls à travailler, qu'ils ont une grande famille, par exemple. Et le salaire minimum ne va pas être suffisant pour les aider. Et puis, il y a des gens qui travaillent déjà au salaire minimum, mais le problème, ce n'est pas tellement le niveau du salaire minimum, c'est le nombre d'heures qu'ils travaillent. En fait, un des gros facteurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas assez d'heures. Je vais en parler dans un moment. Ce que je voulais juste vous montrer ici, c'est que en France, si on regarde le revenu au niveau du salaire minimum, qui n'est pas la même chose que le salaire minimum, parce que quand on travaille, imaginons quelqu'un qui travaille à temps plein ici au salaire minimum, cette personne qui travaille à temps plein au salaire minimum va bénéficier d'abord d'une fiscalité sur le revenu plus faible, parce qu'il y a une progressivité de l'impôt, en l'occurrence au salaire minimum, on ne paie pas d'impôt sur le revenu, mais va aussi bénéficier d'aides, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la prime d'activité, qui a été mise en place, qui représente pour un célibataire environ 250 € au niveau du SMIC. Et donc le revenu des personnes au salaire minimum, c'est plus élevé que le salaire minimum. Et donc là, ce que vous voyez, le petit losange, alors le petit losange, c'est le revenu net, excusez-moi, le transparent est en anglais, c'est le revenu net au niveau du salaire minimum. Et là, vous voyez qu'il est plus élevé
en France que dans la plupart des autres pays. Et même si le salaire minimum lui-même, en termes bruts, est relativement élevé, lorsqu'on le compare, on le compare au salaire médian. Alors ici, c'est pour une personne seule qui n'a pas d'enfant. Et ce qui est très intéressant en France, mais c'est quelque chose que le groupe d'experts sur le SMIC a rappelé de maintes reprises, et Gilbert connaît bien cette statistique, c'est qu'en fait, la France a un écart très important aujourd'hui entre le coût du travail au niveau du salaire minimum et le revenu net dont bénéficient les salariés au salaire minimum. Donc le coût du travail aujourd'hui, par rapport au coût du travail au revenu médian, c'est le losange blanc, il est plutôt très faible. Par rapport aux autres pays. Et le revenu, c'est le losange vert, le revenu net dont bénéficient les salariés, bah ça, il est plutôt très élevé. Et l'écart entre les deux est un des plus grands qu'on observe dans les pays de l'OCDE. Et bah ça, c'est le résultat des politiques menées depuis une vingtaine d'années en France qui ont visé à abaisser le coût du travail, Antoine va en parler, mais aussi à augmenter le revenu des personnes au niveau du SMIC, de manière à les faire sortir plus facilement de la pauvreté. Pourquoi ? Parce que la prime d'activité, qui est le principal revenu supplémentaire, dépend de la taille de la famille. Le SMIC, il ne dépend pas de la taille de la famille. Quand vous augmentez le SMIC de 5%, vous l'augmentez pour un jeune qui travaille, qui vit encore chez ses parents, de la même manière que pour une mère isolée avec 2 enfants. La prime d'activité, elle n'est pas du tout du même montant pour le jeune et pour la mère isolée avec 2 enfants. Elle est beaucoup plus importante pour la mère isolée avec 2 enfants, et c'est ça qui lui permet de la faire sortir de la pauvreté. Bon, excusez-moi d'être un peu long, mais comme c'est un peu technique, j'essaie d'expliquer un peu les choses. Alors, un autre point très très important, c'est le nombre d'heures travaillées pour sortir de la pauvreté. Alors, on a un indicateur, justement, c'est combien d'heures faut-il travailler dans un pays pour qu'un ménage sorte de la pauvreté, compte tenu de la fiscalité et des aides dont je vous ai parlé. C'est ça qui est important, c'est compte tenu de la fiscalité. Parce que ça a pas, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas tellement de sens de parler uniquement du nombre d'heures au salaire minimum, parce qu'en France, comme dans d'autres pays, il y a plein d'autres dispositifs qui augmentent votre revenu et qui vous permettent de sortir de la pauvreté. Donc ça tient compte des autres dispositifs comme la prime d'activité. Et là, vous voyez qu'en France, il faut une vingtaine d'heures pour une personne sans enfant, pour sortir de la pauvreté. C'est à peu près comparable à l'Allemagne. Et vous allez me dire, 20 heures, c'est pas beaucoup. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne font pas 20 heures aujourd'hui. Et c'est un des principaux problèmes aujourd'hui pour sortir les personnes de la pauvreté, c'est d'augmenter le nombre d'heures travaillées parce que il faut au minimum 20 heures, même avec les aides qu'on distribue et qui visent à aider les personnes à sortir de la pauvreté, ça ne suffit pas. En Allemagne, c'est à peu près la même chose, et on voit que la France est proche de la moyenne de l'OCDE. Alors c'est un peu moins qu'au Portugal, etc., mais là on est au salaire minimum, et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, pour un couple avec 2 enfants, malgré les aides, il faut travailler encore plus, parce qu'en fait, quand on est 4 et qu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille, c'est le cas ici, c'est un couple monoactif, ça demande évidemment beaucoup plus d'heures travaillées, même si on verse une prime d'activité encore plus importante pour ce ménage-là. Alors, on trouve à peu près la même chose si on s'intéresse à des personnes qui travaillent non pas au salaire minimum, mais un tout petit peu au-dessus. Le salaire minimum aujourd'hui en France, c'est environ 60% du salaire médian, 62%. Et si on s'intéresse à des salaires un tout petit peu plus élevés, environ 67% du salaire médian. Et alors là, pour le coup, on a beaucoup plus de pays en comparaison, parce qu'il y a beaucoup de pays, il y a quand même pas mal de pays qui n'ont pas de salaire minimum, environ un quart dans cette liste. Et là, on voit que la France se situe, je dirais, en dessous de la médiane. On a besoin de travailler un petit peu moins d'heures pour sortir de la pauvreté qu'en moyenne de l'OCDE, mais on est quand même assez proche. Mais on voit qu'il y a des pays pour lesquels il faut travailler. Regardez par exemple les États-Unis, où il existe aussi des aides pour les ménages pauvres, notamment les parents isolés, mais très ciblé sur les parents isolés. Il faut travailler beaucoup plus d'heures, pratiquement 25 heures, et pour un ménage avec 2 enfants et 2 parents, il faut travailler plutôt proche de 40 heures. Donc, j'arrête là mon panorama. C'est juste pour vous montrer que en fait, la question des travailleurs pauvres, ça va bien au-delà du niveau du salaire minimum.
Ça a trait aussi aux aides qu'on verse aux ménages qui travaillent, comment elles sont faites, et ça dépend aussi beaucoup du nombre d'heures travaillées, de la situation évidemment familiale. Merci Stéphane pour cet éclairage. Donc on voit que les deux principaux facteurs de pauvreté pour les travailleurs, c'est le nombre d'heures travaillées d'une part, et puis deuxièmement la configuration familiale. Alors maintenant, on va bénéficier d'un zoom sur la situation française par Pauline. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis chef du département des études économiques de l'INSEE. Donc la session porte sur les travailleurs pauvres et donc je vais compléter un peu par rapport à la présentation de Stéphane sur la situation française pour décrire à la fois, déjà combien de salaires, on a de travailleurs pauvres en France et puis qui ils sont. Et puis définir aussi les causes avec effectivement ce focus sur le fait que c'est en grande partie une question de sous-emploi également. Alors, les travailleurs pauvres, alors ça a été, je vais faire un peu la statisticienne. Stéphane a déjà commencé. Bon, il y a toujours des questions de convention, mais c'est aussi l'occasion, ce genre d'événement est aussi l'occasion de faire un peu de pédagogie. Donc, je rappelle que qu'est-ce qu'un travailleur pauvre au sens de l'INSEE, c'est quelqu'un qui travaille, donc qui est actif occupé, donc salarié ou indépendant, et qui a un niveau de vie qui est inférieur au seuil de pauvreté monétaire. Et donc le seuil de pauvreté monétaire, comme ça a été rappelé par Stéphane, la Convention française et celle qui a été définie au niveau européen, c'est 60% du revenu médian. Donc comme ça a été dit, en 2022, donc le dernier point qu'on connaît, c'est à peu près 1200 euros. Pour une personne célibataire, c'est à peu près 1200 euros par mois. Défini de revenu, donc de niveau de vie, donc après redistribution. Et c'est une notion, comme ça a été dit, qui est définie au niveau ménage. Donc pour une personne, pour un couple avec enfant, ça sera un niveau à peu près 2 fois supérieur, par exemple. Donc un peu de chiffres en France. Donc on a avec cette définition, avec le dernier chiffre disponible qui est sur le site de l'INSEE, vous verrez qu'à peu près 14% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Et si on se focalise maintenant sur les travailleurs, donc on a 18% des indépendants, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, et 6% des actifs salariés. Donc on est à Lyon, donc j'en profite pour faire la pub un peu pour une publication de la direction régionale de Lyon, de l'INSEE, qui avait justement fait un focus sur les travailleurs pauvres en Auvergne-Rhône-Alpes l'année dernière. Et on a un chiffre qui est après redistribution, on a 263 000 travailleurs qui vivent dans un ménage pauvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Et en France, sur l'ensemble de la France, c'est à peu près 1 million, 1,2 million ou 1,1 million, donc à peu près 700 000 salariés et 400 000. Voilà. Donc ça, c'est un peu combien. Maintenant, qui ils sont? Donc je pense qu'il y a un facteur important qu'il faut, sur lequel Stéphane a déjà insisté, mais qui est important, c'est qu'une grande partie, quand on fait le focus sur les travailleurs pauvres, les bas revenus salariaux, donc c'est des personnes qui travaillent qui ont un volume de travail qui est faible. Donc ça peut être soit au niveau des périodes, une alternance d'emploi et d'inactivité. Donc là, sur ce qui est important sur ce graphique, vous ne pouvez pas lire les chiffres, mais c'est la barre foncée en haut qui est pour, alors là, c'est juste le focus de la Auvergne-Rhône-Alpes, mais on aura des tendances à peu près les mêmes partout. Donc c'est 35% des travailleurs à bas revenus en Auvergne-Rhône-Alpes ont eu une alternance sur l'année d'emploi, de chômage et d'inactivité, alors que sur l'ensemble des travailleurs, c'est seulement 14%. Et par ailleurs, au-delà même pour ceux qui ont un emploi sur toute l'année, il y a une surreprésentation très forte des personnes en temps partiel. Il y a la moitié des personnes à bas revenus sont à temps partiel, alors que c'est 1 sur 5 sur l'ensemble des actifs.
Maintenant, qui ils sont de manière plus précise. Donc là, je pars c'est une notion un peu différente. Là, on revient sur la population globale, et je m'appuie sur une publication qui a été de cet été dans l'INSEE référence emploi, chômage et revenus d'activité, qui portait sur les salariés à bas revenus, donc les 20% de salariés en bas qui ont un revenu salarial, donc défini sur l'ensemble de l'année, qui est parmi les 20% les plus bas dans la population, et qui a regardé en période longue pour voir la persistance de cette situation. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Et donc, en 2019, dans cette publication, et c'est vrai de toutes les publications qui s'intéressent aux travailleurs à bas revenus, on a une surreprésentation des jeunes. Donc, ils étaient 23% dans les salariés à bas revenus, alors que c'est 19%. Donc, ça, bon, les jeunes, à la limite, c'est une situation transitoire, comme on sait, c'est souvent des périodes d'insertion dans la vie professionnelle, et donc ça peut, en général, c'est une situation, c'est ceux pour lesquels la situation est la moins persistante. On a aussi une très très forte surreprésentation des femmes, et ça, par contre, en général, c'est une situation plus persistante, et qu'on retrouve effectivement. Donc, on a sur les situations à bas revenus, on a 57% de femmes dans le secteur privé, alors que c'est 43% sur l'ensemble du privé. Ensuite, dans quel secteur, et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est très significatif, c'est plutôt une surreprésentation du travail dans les toutes petites entreprises, dans des entreprises de services, et plus spécifiquement de services aux particuliers, ou dans l'hôtellerie-restauration. Donc là, dans ce graphique que vous pouvez sans doute pas lire, mais c'est les métiers qui sont les plus représentés parmi ces travailleurs pauvres, et on a à bas revenus, et on a c'est un peu les usual suspects, hein, c'est pas très surprenant, c'est essentiellement des nettoyeurs ou des nettoyeuses. Donc pour les femmes, c'est 10% des femmes à très bas revenus sont des nettoyeuses. C'est des aides à domicile, des coursiers ou des aides de cuisine, des personnels de la restauration. Donc c'est des métiers qui sont effectivement et de manière persistante en très bas revenus. On va rentrer plutôt dans la question de quels sont les facteurs de ce très bas revenu. Je pense qu'il est important, encore une fois, d'insister sur le fait que c'est pas forcément tant une question de niveau horaire, même si évidemment c'est important. Là, ce qu'on observe, c'est aussi une question de volume de travail. Donc là, ce qui est représenté sur ce graphique, donc c'est tiré d'une publication de la DARES, je crois, du groupe SMIC d'il y a quelques années. Et on voit que le fait d'être au SMIC horaire, on a plus de 90% des gens qui sont passés par le SMIC horaire, c'est quelque chose qui est relativement peu persistant au cours du temps. Bon, après, c'est compliqué de savoir la mesure du SMIC horaire, mais je vous épargne les détails, mais ça dure moins de 3 ans. En revanche, si je reviens sur cette publication sortie cet été sur la situation des revenus salariaux, donc les revenus le revenu salarial, c'est ce que les personnes perçoivent, c'est-à-dire c'est à la fois le niveau horaire du salaire et puis le volume d'emploi auquel ce taux horaire s'applique. Et ce qu'on voit, c'est que là, par contre, on a une très forte persistance des bas revenus salariaux. Donc, sur ce graphique, l'infographie qui est tirée du dossier, on voit que les personnes qui faisaient partie du 20% les moins payés, de bas revenus salarial plutôt en 2011, on a 46% parmi ceux qui sont encore salariés en 2019, qui sont encore tout à fait dans le bas de l'échelle des revenus salariaux. Donc, toutes les publications, il y a d'autres publications de l'INSEE qui s'intéressaient à des notions un peu différentes, mais c'est un constat assez général que c'est pas tant le niveau de salaire le bas niveau de salaire qui est persistant au cours du temps, plutôt que le revenu salarial, c'est-à-dire le fait d'avoir peu de temps de travail. Alors, sur les causes, je vais pas m'appesantir parce que je voudrais pas être trop longue, et puis je pense que Antoine Bozio en parlera largement. Il y a effectivement toutes les questions autour du coin ce qu'on appelle le coin socio-fiscal, donc la question autour des augmentations de revenus et de salaires. On a effectivement, du fait de tout une accumulation d'allègements de bas de charge, on a augmenté des revenus
au niveau, enfin pour un employeur, augmenter le revenu d'un salarié en bas de la distribution est beaucoup plus coûteux relativement par rapport à quelqu'un qui est à un niveau plus élevé. Donc ça, il y a eu des calculs, une publication très récente de l'adresse qui montrait qu'effectivement, si en plus on tient compte de l'ensemble des prestations qui sont liées à la redistribution, c'est nettement encore plus important d'avoir une augmentation du revenu disponible pour les personnes en bas de la distribution. Mais je pense qu'Antoine en parlera largement. Sachant que, bon, c'est vrai que pour revenir sur le SMIC, et puis je vais m'arrêter là, bon, une des questions, on a beaucoup parlé de SMICardisation, et effectivement, là, j'ai pas représenté la distribution des salaires par rapport au SMIC. Au SMIC horaire, mais on a une très forte concentration en France au niveau du SMIC horaire qui s'est beaucoup accéléré sur les dernières années, sachant qu'en c'est en partie cette compression, on en a le dernier chiffre, c'est 17% sauf erreur de ma part, c'est 17% des salariés sont au niveau du SMIC, est lié aussi à une très forte inflation. Et on sait que les salaires sont, le salaire minimum est directement indexé sur l'inflation, donc toute augmentation de l'inflation se répercute directement sur le niveau du salaire minimum, alors que pour les autres salaires, on n'a pas cette indexation directe et le taux peut mettre plus longtemps, mais ce qu'on observe dans beaucoup de publications françaises, comme ici ou dans d'autres pays, c'est que le salaire minimum est aussi un repère important pour toutes les négociations salariales, et donc en général, une augmentation du salaire minimum se répercute sur l'ensemble de la distribution, même si un niveau de salaire minimum élevé peut se traduire par une plus forte compression de la distribution en général. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Merci beaucoup Pauline. Alors peut-être juste un petit point, vous avez remarqué que les deux premiers intervenants ont beaucoup insisté sur le caractère conventionnel, inévitable, de la caractérisation de la pauvreté laborieuse, de la pauvreté tout court. Et dans cette approche qui est purement monétaire, on ne prend pas en compte des éléments qui, effectivement, dans la réalité, peuvent influencer la situation de pauvreté. Je pense par exemple au fait que les ménages peuvent posséder ou être locataires de leur logement, et des ménages qui sont locataires de leur logement sont plus exposés dans la réalité des choses à des situations de pauvreté effective qu'un ménage propriétaire de son logement qui n'a pas de loyer à payer. Donc là, l'approche est monétaire dans cette caractérisation de la pauvreté au travail. Merci. Et donc Antoine, à toi pour une approche peut-être dynamique aussi, en prenant en compte ces questions de dégressivité des différents dispositifs. Bonjour à toutes et à tous. L'approche que je vais essayer de vous présenter, c'est d'abord issu d'un travail, un rapport qui a été remis au Premier ministre par Étienne Vasmeur et moi-même. On a été sollicité suite à la conférence sociale à la fin de l'année dernière. La conférence sociale, c'était un moment où l'ensemble des organisations syndicales et patronales, avec le gouvernement, ont discuté des grands enjeux de politique, de rémunération, d'emploi, et est apparue la question de savoir dans quelle mesure on n'avait pas finalement une concentration d'emplois à très bas salaire et comment faire pour améliorer la dynamique salariale. Et dans les questions qui nous ont été posées, c'était le fait que le coin socio-fiscal, dont ont parlé à la fois Stéphane et Pauline, c'est-à-dire que le fait qu'on a une couche de prestations sociales plus les prélèvements obligatoires, les cotisations sociales, n'ont pas un effet sur finalement la dynamique salariale du fait qu'on va retirer les prestations au fur et à mesure que les salaires augmentent et on va retirer des dispositifs qui réduisent les cotisations sociales au fur et à mesure que les salaires augmentent. Alors, pourquoi la question qui nous a été posée n'était pas simple ? Parce que finalement, si vous avez bien suivi les exposés de Stéphane et Pauline, pour essayer de lutter contre la pauvreté, il faut d'abord une politique d'emploi, puisque favoriser l'emploi, c'est la meilleure façon de sortir de la pauvreté. Il faut faire que ces emplois soient des nombres d'heures suffisants pour que les revenus d'activité soient suffisants. Et puis, troisième élément, il faut évidemment que les salaires, une fois en emploi, soient suffisants et qu'ensuite leur dynamique soit croissante.
L'idée d'avoir un salaire minimum, ce n'est pas que tout le monde soit au salaire minimum, c'est avoir un point d'entrée dans le marché du travail minimum pour ensuite sortir du niveau du salaire minimum rapidement avec la progression de la formation, des gains d'expérience. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, d'abord, c'est un petit peu un retour des politiques publiques qu'on a mis en place depuis une trentaine d'années avec cet esprit-là et dans quelle mesure, où on en est aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire avancer les slides pour quand même vous montrer quelques graphiques. Là, c'est un graphique qui vous représente le taux de prélèvement global des cotisations employeurs et salariés depuis 1951 à différents niveaux de salaire. Vous avez en jaune à 2 plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire à des niveaux qui sont assez élevés, où vous aviez au départ des taux de cotisation qui étaient plus faibles qu'au niveau du plafond de la sécurité sociale, et puis on a déplafonné, on a fait augmenter ces cotisations progressivement pour les faire rejoindre le niveau qui était en dessous du plafond de la sécurité sociale. Et puis ensuite, il s'est passé quelque chose à l'inverse, d'une politique qui a été mise en place à partir des milieux des années 90. Au niveau du SMIC, on a fait baisser le taux des cotisations sociales, notamment des cotisations sociales employeurs. C'est la politique d'exonération de cotisations sociales. Quel était l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'était de dire, si on baisse le coût du travail au niveau du salaire minimum, on va avoir un effet possiblement sur l'emploi et donc favoriser plus d'emplois et donc faire sortir plus facilement de la pauvreté des personnes qui étaient au chômage en inactivité pour qu'elles puissent retenir un emploi. Quand on l'a mis en place, ça a été très efficace. C'est une politique qui, du coup, a suscité un consensus à la fois parmi les économistes et dans les responsables politiques parce qu'on a vu, de fait, un effet où il y a eu plus de création d'emplois, le chômage non qualifié du coup baissait et d'une certaine façon, on retrouvait, parce que les retours à l'emploi, finalement, plus de recettes pour la sécurité sociale simplement du fait qu'il y avait plus d'emplois. Et puis du coup, on a continué à faire ces politiques-là, on se disait, si ça marche, faisons-en plus. Donc on a augmenté ces exonérations SMIC, on les a augmentées ensuite à des plus hauts niveaux, et là je vais vous montrer en fait les évolutions depuis 1993. Vous voyez au début en bleu clair, c'est vraiment des petites exonérations au niveau du SMIC, puis après on a cessé de les augmenter, et on les a augmentées à des niveaux aussi plus hauts, en disant quitte à faire, on pourrait essayer d'avoir des effets plus hauts. Et puis les dernières finalement mesures qui ont été mises en place, par exemple, qui ont fait baisser les exonérations avec ce qu'on appelle le CICE, le crédit d'impôt pour compétitivité et l'emploi, jusqu'à 2,5 SMIC. Bon, là, les résultats ont été, on va dire, plus décevants. Donc là, les effets emploi n'étaient pas aussi forts que ceux qui avaient été attendus. Donc on se posait la question, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans ce dispositif ? Et l'autre point très important, c'est ce que vous voyez là tout au début, c'est que quand vous augmentez du SMIC à 1,3 avec 1,6 SMIC, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retire les exonérations de cotisation. Donc l'employeur qui veut augmenter de 1 euro le salaire de son salarié, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas simplement payer des cotisations sur ce 1 euro supplémentaire. Il perd l'exonération de cotisation qu'il avait. Ce qui fait qu'en fait, on a ce qu'on appelle des taux marginaux très élevés, c'est-à-dire que c'est un effort très grand pour l'employeur d'arriver à augmenter très faiblement son salarié. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette pente très forte qui est derrière ce qu'on peut appeler vraiment la désincitation à la dynamique salariale, qui est due au départ à la politique qui a été assez efficace de réduction du coût du travail au niveau du SMIC. Donc aujourd'hui, quelle est la forme de ce barème des cotisations, des réductions de cotisations? Vous avez des très fortes exonérations de cotisations de 40 points au niveau du salaire, puis une très rapide, on retire très rapidement ces exonérations jusqu'à 1,6 SMIC. Après, vous voyez un gros bandeau qui est ce qu'on appelle le bandeau du CICE, où en fait on a fait une exonération de 6 points jusqu'à 2,5 SMIC, et puis un petit bandeau qui va jusqu'au taux famille à 3,5 SMIC. Donc aujourd'hui, la question qui nous était posée dans ce rapport, c'est est-ce que ce barème, c'est le barème idéal, au vu de, à la fois, soutenir l'emploi, soutenir la dynamique salariale, et comment on fait, d'une certaine façon, pour arriver à améliorer ça. Ce que je dois rajouter aussi, ce qui a été aussi évoqué par Stéphane et Pauline, c'est le fait qu'en plus des exonérations, du côté salarié, vous avez la prime d'activité et d'autres prestations sociales qui, arrivées au niveau du SMIC, ensuite sont retirées lorsque les salaires augmentent au niveau du SMIC. Donc en fait, le calcul qui a été fait par la DRES, le dernier calcul, il y a 2 semaines, c'est donne
pour 100 € de salaire disponible pour un célibataire, ça coûte 442 € à l'employeur. Vous voyez l'écart? Ça veut dire que c'est un des taux marginaux qui sont de l'ordre de 75%. C'est très élevé. Ça veut dire que dans cette zone de niveau d'emploi, le fait d'arriver à progresser, d'accepter des responsabilités, de faire est peu rémunéré, y compris parce que l'écart entre ce que va fournir l'employeur en termes de rémunération supplémentaire avant toute prestation et prélèvement va être du coup diminué et devenir beaucoup plus faible pour le salarié. Un dernier point, lorsqu'on a fait ces exonérations de cotisation, eh bien, quand on les a étendues à des niveaux plus élevés de salaire, il faut les compenser à la sécurité sociale, puisqu'on ne réduit pas les droits. Et donc, il faut qu'on utilise d'autres instruments fiscaux, donc qu'on utilise d'autres prélèvements obligatoires pour pouvoir financer les réductions de cotisations. Ça représente ce montant, l'équivalent des cotisations, des exonérations de cotisations depuis leur mise en place, depuis en 1993. Et au début, vous voyez, il y avait une première période où on a fait 0,5 points de PIB d'exonération. C'était les premiers éléments avec le plan Juppé. Et puis ensuite, avec les 35 heures, on a remis 0,5 points de PIB d'exonération de cotisation. En 2013, avec le CICE, on a remis 1 point de PIB supplémentaire. Et puis ensuite, ça a continué à augmenter plus fortement. Pourquoi? Parce que comme les exonérations de cotisation, elles sont calculées en multiples du salaire minimum, quand le salaire minimum est plus dynamique que les autres salaires, eh bien, le total, les exonérations en coût augmentent plus vite que le PIB, d'où ce décalage de ces dernières années. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, il y en a beaucoup d'autres choses qui est dans le rapport. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pas évident, parce qu'on se dit, si jamais on essaye de... Donc, est-ce qu'on a des arguments très très forts pour pouvoir dire il faut revenir sur ces exonérations? Non, on a plein d'éléments qui nous ont montré qu'elles ont eu des effets sur l'emploi. Si on revient sur ces exonérations et que ça détruit de l'emploi, ça ne va pas aider les travailleurs pauvres. Si on veut baisser la pente pour redonner de la dynamique, pour éviter le coin socio-fiscal, on aimerait bien le faire. Mais du coup, ça va coûter plus cher. Donc si ça coûte plus cher dans un budget contraint, ça ne marche pas. Donc comment on essaie de penser ce triangle d'impossibilité? Alors la proposition qu'on a faite avec Étienne Vasmer, c'est de dire deux choses. D'abord, on sait de façon assez consensuelle, je pense que personne ne sera, en tout cas dans le panel, en désaccord, que les exonérations qui sont à des niveaux plus hauts de niveau de salaire, elles ont très peu d'efficacité sur l'emploi. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau de salaire, en réalité, il y a assez peu de chômage, donc il y a assez peu d'éléments sur le fait que vous allez retrouver ou pas la sensibilité du coût du travail en termes de l'emploi. Donc ce n'est pas là que se retrouve la sensibilité à l'emploi la plus forte. Donc on peut essayer de redessiner ce barème des exonérations pour essayer de faire en sorte d'abaisser la pente. Et donc du coup, sous notre proposition, était d'essayer de faire quelque chose où une pente est plus faible, part du même point assez élevé au niveau des cotisations, au niveau du SMIC, pour ensuite s'annuler à 2,5 SMIC. Alors ce qui a été plus controversé dans notre proposition, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'un peu plus bas au niveau du SMIC? C'est-à-dire d'avoir une augmentation du coût du travail au niveau du SMIC pour pouvoir le baisser à des niveaux supérieurs. Le raisonnement qu'on a tenu, c'est de dire, en fait, une grande partie des salariés qui sont au salaire de base au SMIC, ils ne sont pas tous au salaire de base au SMIC au sens des allègements de cotisation. Pourquoi? Parce que les allègements de cotisation, elles ne sont pas calculées comme un salaire horaire comme le SMIC, elles sont calculées sur la rémunération sur l'ensemble de l'année. Donc vous pouvez avoir, il y a de nombreux salariés qui ont, par exemple, des 13e mois, ils ont des salaires au SMIC de base, mais avec un 13e mois, ils peuvent avoir des primes qui, en fait, les placent un peu plus à droite dans la distribution. Et pourtant, ils sont très sensibles au coût du travail au niveau du SMIC. Donc la question fondamentale, c'est de savoir dans quelle mesure vous aurez des effets emploi positifs si vous baissez la pente, en plus d'avoir les effets du dynamique salariale. C'est pour ça qu'on a essayé de proposer quelque chose qui coupe, en fait, le barème qui était actuel pour avoir, en fait, des exonérations plus fortes à des endroits où on a encore de la sensibilité à l'emploi, au-delà de 1,2 SMIC, mais en dessous de 1,9 SMIC, et de baisser la pente pour pouvoir, du coup, redonner des incitations, de baisser finalement le coin fiscal pour une grande partie de salariés. Voilà la proposition qui a été faite. Elle est en débat à l'Assemblée nationale
en ce moment, de ce qu'on comprend, de ce que je comprends, c'est que pour l'instant, rien n'a été voté d'une chose. Donc, ça va faire les navettes avec le Sénat et on va voir comment notre Parlement décide ou pas de s'emparer de ces propositions. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Alors, vous voyez que les préoccupations, enfin les préconisations du rapport d'Antoine et d'Étienne Wasmer sont liées au fait que l'empilement des dégressivité des exonérations de cotisations sociales et des prestations, APL, primes d'activité, etc., aboutit à un écart énorme entre une augmentation du revenu net d'un salarié et l'augmentation liée du coût du travail pour l'employeur. Évidemment, un employeur peut avoir l'impression de gratifier généreusement un salarié par une augmentation du coût de ce salarié, avec pour le salarié le sentiment d'une gratification très faible, puisque son revenu net évolue très peu. D'où les propositions, évidemment, de réduire, d'atténuer cette dégressivité des exonérations de contributions sociales. Mais merci beaucoup, Antoine. Je rappelle, avant de laisser la parole à Luc, que vous pouvez poser vos questions sur un numéro qui peut rester d'ailleurs sur l'écran, puisque Luc n'a pas de PowerPoint. Donc c'est sur ce numéro que vous pouvez envoyer par SMS vos questions, que je relayerai ensuite après l'intervention de Luc. Luc, à toi la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je ne suis pas économiste, je n'ai pas vraiment beaucoup de chiffres à vous donner, mais un peu expliquer en quoi le syndicalisme s'intéresse à cette question-là. D'abord, il s'y intéresse historiquement, parce que historiquement, le syndicalisme, il s'est construit sur les questions salariales et les questions de conditions de travail. Et le syndicalisme aura 130 ans l'année prochaine. Il est né, je dis ça parce qu'on est à Lyon, comme le cinéma en 1895, c'est la création de la CGT en 1895, et il s'est construit autour de la question des salaires et la question des conditions de travail. Et aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat et des salaires, c'est la première préoccupation des travailleurs dans ce pays. Et pas que dans ce pays d'ailleurs, parce que je dis ça parce qu'il vient d'y avoir des élections aux États-Unis. On sait que la question du pouvoir d'achat a été un ressort majeur dans l'élection et que donc il ne faut pas négliger le fait que cette question du pouvoir d'achat et des salaires, c'est toujours un sujet extrêmement délicat. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, on parle de la question des travailleurs pauvres, des cotisations sociales, etc. Je rappelle que les cotisations sociales, ce n'est pas juste des trucs qu'on pique aux patrons et aux salariés, que ça finance des choses très concrètes qui sont l'assurance retraite, qui sont l'assurance maladie, qui sont l'assurance chômage, etc. Et que donc, pour la plupart, c'est de l'argent qui revient aux salariés qui en ont besoin à un moment ou à un autre de leur vie ou de leur carrière. Alors évidemment, la question des travailleurs pauvres, on a vu que c'est lié à la question du temps de travail et en particulier, évidemment, quand on est en emploi ou sans emploi, la situation est évidemment pas la même. Mais même quand on est en emploi, on peut quand même être pauvre quand on est en emploi. Je donne juste cette statistique sur les demandeurs d'emploi. D'abord, il n'y a qu'un demandeur d'emploi sur deux qui est indemnisé par le régime d'assurance chômage. Et quand ils sont indemnisés, il n'y a un travailleur, enfin un demandeur d'emploi indemnisé sur deux qui travaille. C'est-à-dire, il travaille, mais il est quand même indemnisé par l'assurance chômage en complément parce que le travail qu'il a trouvé ne lui permet pas d'être à un niveau satisfaisant de revenus. Et donc, ça pose la question, ça a été dit tout à l'heure, la question du temps partiel, la question de l'enchaînement des contrats courts qui, au final, au bout de l'année, fait aussi un temps de travail pas suffisant pour avoir un revenu satisfaisant. C'est un point très important qui est... il y a normalement un rapport de l'IGAS qui doit sortir ces prochains jours et qui doit être examiné au niveau du Haut Conseil des rémunérations sur la question des temps partiels subis, parce que dans le temps partiel, on dit qu'il y a le temps partiel choisi. Je choisis de me mettre à temps partiel parce que je veux profiter de mes enfants le vendredi, je veux avoir des grands week-ends, je prends le mercredi, je prends un grand week-end le vendredi. Bon, très bien. Et puis, il y a ce qu'on appelle le temps partiel subi. Aujourd'hui, il y a 24% des salariés, il y a 17% de salariés qui sont à temps partiel aujourd'hui. Et sur ces 17%, il y en a 24% qui disent vouloir travailler plus et qui ne peuvent pas travailler plus.
Et encore, il faut relativiser les choses quand on parle de temps partiel subi. J'imagine que ça sera traité dans le rapport, parce que des fois, il y a des salariés qui demandent à être à temps partiel, donc ils ne sont pas catégorisés comme temps partiel subi, mais en fait, c'est pour des raisons très spécifiques, parce qu'ils ont un problème de santé, parce qu'ils n'ont pas de garde d'enfants suffisamment pour... voilà, parce qu'ils sont proches aidants pour quelqu'un de leur famille, etc. Donc la frontière entre temps partiel subi et temps partiel choisi, elle est évidemment assez floue, mais en tout cas, c'est un des sujets évidemment très, très importants, et qui sera traité, j'espère, prochainement. Donc en fait, cette question du temps de travail, elle est fondamentale. Ça fait plusieurs années maintenant que le comité des experts du SMIC dit ça, et Gilbert a écrit un bouquin d'ailleurs là-dessus. Donc c'est évidemment un point extrêmement important, et j'espère qu'on pourra avancer sur cette question des temps partiels subis et des contrats courts. Après, forcément, quand on parle de travailleurs pauvres de revenus, on parle, comme ça a été fait d'ailleurs depuis tout à l'heure, de la question du salaire minimum. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le SMIC, quand il a été créé en 1970, et même le SMIG qui préexistait au SMIC, n'a pas du tout été créé pour assurer aux salariés un revenu décent qui lui permette de se loger, de se nourrir, etc. etc. C'est simplement une convention qui a dit on va fixer un salaire minimum auquel personne ne pourra être payé en dessous, mais on n'a pas attribué au salaire minimum des missions telles que, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire être en capacité de nourrir une famille, de se loger, de faire des économies, d'avoir une protection sociale, etc. etc. Je pense que le débat sur quelle est la nature du salaire minimum, elle va revenir assez vite, parce qu'on voit bien qu'est en train d'émerger dans le débat la notion de salaire décent ou de salaire vital. Alors ça vient par l'international, ça vient par l'OIT, ça vient par l'OCDE, ça vient par l'ONU, etc., qui repose la question de salaire vital, justement, qui doit permettre aux salariés de faire tout ça. Et donc, forcément, il faudra qu'on voit l'articulation entre cette définition de salaire vital, je dis ça parce que Michelin a récemment mis en œuvre cette préoccupation. On ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, en tout cas, se préoccupe de ça. Et un certain nombre d'ONG disent aujourd'hui, pour un célibataire, le salaire vital, c'est 1,23 fois le SMIC. Bon. Donc on a un écart entre, on va dire, le SMIC et le salaire vital. Et la notion de la nature du SMIC sera reposée, il faudra qu'on la traite, évidemment. Alors nous, le SMIC, on a toujours dit, pour ce qui est de la CFDT, que c'était pour nous pas l'alpha et l'oméga, c'était simplement un salaire d'entrée pour un salarié non qualifié. Et que la question n'était pas tant du niveau du SMIC, mais comment on sort du SMIC. Et quelles sont les dynamiques salariales qui vont permettre aux salariés qui rentrent dans un emploi de pouvoir progresser à l'intérieur de la chaîne de rémunération. Et ça se fait dans les entreprises, dans les branches professionnelles, notamment avec ce qui s'appelle les systèmes de classification des emplois, c'est-à-dire qu'on ordonnance l'ensemble des emplois d'une branche professionnelle, on y associe un salaire minimum, et que c'est cette construction-là qui participe aussi à la dynamique de l'emploi. Alors la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 200 branches dans ce pays, 200 branches professionnelles, donc il y a des salaires minimums qui sont associés au niveau de classification, et il y a périodiquement un problème avec les bas niveaux de classification qui se retrouvent sous le SMIC. Alors même si les salariés ne sont pas payés évidemment sous le SMIC, mais c'est un phénomène qui accélère le tassement des salaires minimums et qui écrase les hiérarchies salariales, d'une part, avec des difficultés à renégocier, parce que les négociations dans les branches professionnelles font un peu de conformité, c'est-à-dire qu'on positionne les niveaux juste au-dessus du SMIC, ce qui fait que lorsqu'il y a une nouvelle augmentation du SMIC, eh bien, on repart pour
pour un cycle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la période qu'on a connue ces 2-3 dernières années où il y a eu énormément d'inflation, il y a un moment où sur les 171 branches qui sont suivies par le ministère du Travail, il y en avait quasiment 80% qui avaient au moins un ou plusieurs niveaux sous le SMIC, sachant que plusieurs conventions collectives pouvaient avoir jusqu'à 12 niveaux de salaire minimum qui étaient sous le SMIC. Donc vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes, je prends un exemple, un employé polyvalent de pharmacie, c'est les gens qui mettent en rayon dans les pharmacies, etc. C'est un système de classification qui a 15 niveaux. Eh bien, il y en avait 14 qui étaient sous le SMIC. Et quand vous regardez dans le détail comment on fait pour passer d'un niveau à l'autre, eh bien, on ne voit pas vraiment quelle est la différence en termes de définition. Ça veut dire qu'en tout cas, il faut 2-3 ans pour passer d'un niveau à l'autre. Ça veut dire que votre horizon de rémunération, pendant 30 ans, c'est le SMIC. C'est ça la réalité. Et donc, cette question de la dynamique des rémunérations, elle dépend fortement de la manière dont on décrit les emplois dans une branche professionnelle. Normalement, il doit y avoir on va dire des discussions tous les 5 ans dans les branches professionnelles pour revoir est-ce qu'il faut modifier ou pas le système de classification. Il y a des branches professionnelles qui n'ont pas revu leur classification depuis plus de 20 ans. Si vous prenez une branche comme le caoutchouc, je parlais de Michelin tout à l'heure, le caoutchouc, eh bien, dans le caoutchouc, si vous regardez les salaires minimums dans la branche du caoutchouc, entre le plus bas niveau et le plus haut niveau, il y a moins de 100 €. Ça veut dire que des systèmes qui sont censés décrire des parcours professionnels, des parcours salariaux qui sont associés à de la mobilité fonctionnelle dans un secteur professionnel, ne décrit plus rien du tout et ne sert en fait pas à grand-chose. Alors même s'il y a des grands groupes, j'imagine comme Michelin, enfin les grands constructeurs de pneus ont leur propre grille, etc. Mais ça veut dire que tous les sous-traitants de ces entreprises-là, en fait, sont dans un paysage de régulation sociale, de description des emplois qui sont absolument pas pertinentes. Donc la question de la négociation dans les branches professionnelles, et des salaires minimums qui sont associés, elle est très importante pour la dynamique salariale. On voit bien que c'est un problème aujourd'hui parce que le SMIC a augmenté là il y a quelques jours, début novembre. Donc d'après nos calculs, maintenant, il y a 110 branches qui ont au moins un niveau sous le SMIC. Il y a, je vous le disais tout à l'heure, près de 60% des branches qui n'ont pas renégocié depuis au moins 5 ans leur système de classification. Donc il y a un problème qui se situe à ce niveau-là. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, eh bien, on va retourner vers la question du SMIC et que si on n'organise pas les dynamiques salariales, eh bien, on va demander au SMIC d'assurer une fonction pour laquelle il n'a pas forcément été défini et créé. Parce que ce qui est intéressant dans le rapport dont vous parliez, c'est quand on regarde quelle est l'accumulation, comment se situe quand on est sorti du SMIC, ça a été dit, 90%, on sort du SMIC assez vite. Bon, il y en a qui y restent très longtemps, hein, mais la plupart des salariés qui sont recrutés au niveau du SMIC en sortent en principe entre 1 et 2 ans. Mais la question, c'est où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont en termes salarial? Il y a un schéma dans la partie état des lieux de votre rapport qui montre bien qu'il y a une accumulation incroyable de salaires entre 1 et 1,5 fois le SMIC. Et donc on voit bien qu'il y a quand même un petit problème de ce qu'on appelle la trappe à bas salaire, c'est-à-dire qu'il y a de telles exonérations de cotisations sur les bas salaires au niveau du SMIC, parce que ça coûte quasiment rien à l'employeur aujourd'hui en termes de cotisation sociale au niveau du SMIC, qu'évidemment, comme l'a expliqué Gilbert tout à l'heure, ça coûte beaucoup d'argent que d'augmenter des salariés. Enfin, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte l'argent normal en quelque sorte, mais on ne bénéficie plus des exonérations de cotisation, qu'il y a évidemment un travail à faire. Et c'est là où votre travail est intéressant, c'est que non seulement, c'est que ça permet de débloquer la situation et, théoriquement en tout cas, de pousser ou de faciliter la dynamique salariale sur l'ensemble de la répartition des rémunérations. Je finis par dire qu'il y a aussi dans ce sujet une dimension de discrimination, parce qu'on parlait des femmes tout à l'heure, 80% des temps partiels sont des femmes.
Je veux dire, on l'a dit tout à l'heure, parmi les travailleurs pauvres, ce sont majoritairement des femmes qui sont des travailleurs pauvres. Donc il y a cette dimension-là qu'il faut évidemment traiter. Et puis, il n'y a pas que cette dimension-là, parce que l'Observatoire des inégalités a sorti un document il y a quelques jours qui montre que à caractéristiques équivalentes, les salaires nets mensuels des hommes dont un ou les parents sont originaires d'Afrique subsaharienne sont inférieurs de plus de 400 € en moyenne sur celui des natifs. Et donc il y a aussi une question de discrimination d'origine. Alors, on ne dit pas parce que tu es africain, je vais te payer moins, mais ça veut dire qu'on accède sans doute moins à des emplois à temps plein, qu'on accumule plus des contrats courts, etc. Ce qui fait qu'au final, en moyenne, on est moins payé. Et donc ce sujet des discriminations, c'est un peu un impensé aujourd'hui de la politique salariale, etc. Et c'est un sujet sur lequel il faut se pencher également. Bon, je m'arrête là. Merci Luc. Il y a déjà plusieurs questions qui nous sont parvenues. Il y a une première question une réaction à l'intervention d'Antoine. Quelles sont les positions qui sont en discussion à l'heure actuelle au Parlement? Quels sont les nœuds de ce débat, quoi? Donc au Parlement, d'abord il y a eu la proposition qu'a faite le gouvernement dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, était de faire deux choses. D'abord, le premier objectif, c'était d'avoir un effet de réduire le déficit, c'est-à-dire d'augmenter les recettes de 5 milliards d'euros, en réduisant les exonérations de cotisation du coût de 5 milliards d'euros. Donc parfois, c'est amené comme ces 5 milliards d'économies, c'est 5 milliards d'économies des exonérations, mais c'est bien une hausse des cotisations employeurs de 5 milliards. Quelle était la justification pour le gouvernement? C'est le fait qu'on a eu cette dérive ces dernières années due à l'indexation du SMIC sur l'inflation et du coup la croissance plus forte des exonérations par rapport à ce qui était prévu, en disant bah voilà, on peut quand même on a un problème de finances publiques majeur, on peut réduire de 5 milliards. Donc la proposition du gouvernement était de dire on va donc essayer de réduire de 5 milliards les exonérations et on va le faire. Alors, si je disais c'est compliqué, la proposition était on va le faire en 2 temps. Pour 2025, on va garder le barème la forme du barème telle que je vous l'ai montré, c'est la forme du barème telle qu'aujourd'hui, et on va enlever 2 points de cotisation, d'exonération de cotisation au niveau du SMIC. Donc là, une augmentation du coup de cotisation de 2 points au niveau du SMIC, et puis on va réduire les points de sortie des 2 bandeaux qu'on voit sur la figure, pour faire 5 milliards d'économies. Et en 2026, le gouvernement dit « Ah, là, on va s'inspirer du rapport qu'on a remis avec Étienne Vasmer, mais on va essayer de faire en sorte de sortir à un niveau plus élevé de rémunération, à 3 fois le SMIC. » Alors, je vais me dire comment le gouvernement pouvait arriver à sortir à 3 fois le SMIC, alors que dans nos simulations, à budget constant, on arrivait à 2,5 SMIC. Donc, comment ils arrivent à sortir à 3,5 SMIC en faisant 5 milliards d'économies? Donc là, ils ont proposé de rajouter dans la formule ce qu'on appelle de la convexité, c'est-à-dire faire en sorte que la courbe, vous voyez, se creuse pour arriver tout doucement à 3,5 SMIC et pour pouvoir dire on sort à 3,5 SMIC et donc y compris des gens avec 3,5 SMIC auront un bénéfice d'exonération. Mais par contre, ce bénéfice sera assez faible puisque comme la courbe convexe, elle va tout doucement s'arrêter à 3,5 SMIC. Dans le débat au Parlement, il y a eu plein de débats et d'oppositions. De ce que je comprends, des membres de l'ex-majorité, du coup, sont opposés à la proposition du gouvernement en disant qu'il ne faut pas faire 5 milliards de hausse de prélèvement sur les cotisations sociales. Donc, il faut faire une formule qui, du coup, s'inspirant de notre rapport, mais sans faire les exonérations. Et à l'inverse, un débat disant, mais en fait, il faudrait plutôt aller revenir sur les exonérations de l'ensemble des bandeaux et pas toucher le niveau du SMIC. Voilà. Donc, il y avait ces 2 points de vue qui se sont opposés, qui ont fait que le projet du gouvernement a été rejeté au premier vote à l'Assemblée, repart en navette, dans ma compréhension, au Sénat, mais là, il faut qu'il soit réécrit. Donc, la question, là où je ne sais pas, c'est
nous parlementaires, quel va être le point d'aboutissement finalement de cette discussion. Merci Antoine pour cette précision. Il y a une question qui est un serpent de mer dès qu'on parle de pauvreté, laborieuse ou non laborieuse, c'est celle du revenu universel. Et une question posée est: est-ce que l'instauration d'un revenu universel permettrait de chasser les situations de travailleurs pauvres? Donc, Stéphane, c'est une question pas évidente parce que les gens ont des idées très différentes de ce que c'est qu'un revenu universel. Si on pense que c'est un montant qui serait versé à tout le monde, par exemple, de la même manière, c'est-à-dire 500 €, c'est vraiment universel, hein, vous versez 500 € à tout le monde. Alors pour les gens qui ont des revenus beaucoup plus élevés, ça viendra en déduction de leurs impôts. Pour les autres, ce sera une sorte de solde de tout compte. Si on prend ce modèle-là, dans un modèle comme la France, alors ça n'a pas les mêmes effets dans tous les pays, ça dépend de leur système, mais dans un modèle comme la France où on a en fait un système redistributif extrêmement étoffé et extrêmement différencié selon les situations familiales, le fait de donner la même chose à tout le monde, ça va créer énormément de perdants. Parce que tout simplement, il y a des familles qui ont des aides au logement, qui ont des aides familiales, des allocations familiales, qui ont de la prime d'activité, qui font qu'on les sort de la pauvreté grâce à ça. Même lorsqu'une personne dans cette famille travaille, si vous leur donnez 500 € comme solde de tout compte, ils vont énormément perdre. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la solution contre la pauvreté laborieuse. En revanche, moi je crois beaucoup plus à l'idée de l'automaticité du versement des aides, ce qui a été appelé récemment la redistribution à la source, comme le prélèvement à la source des impôts. Notamment, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres qui ne perçoivent pas encore aujourd'hui la prime d'activité. Et donc la question se posait, est-ce que finalement... au bout de la fiche de paye, on présente les impôts. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne présenterait pas aussi automatiquement le montant de la prime d'activité pour augmenter le revenu? Ça me semble tout à fait légitime et plus efficace pour lutter contre la pauvreté laborieuse qu'un revenu universel. Et puis le dernier point que je voudrais dire pour revenir sur la prime d'activité, dans le rapport d'Antoine Bozio et Étienne Wasmer, le sujet de la prime d'activité est évoqué comme un sujet important, mais pas traité dans les simulations, faute de moyens, de scope, etc. Je pense qu'il faudrait quand même se poser la question aussi du profil de cette prime d'activité, parce qu'aujourd'hui, on en sort assez rapidement dans les taux marginaux d'imposition, c'est-à-dire le fait qu'on est finalement très taxé quand on augmente son revenu horaire, son salaire horaire. Une part de cette augmentation vient du fait qu'on perd de la prime d'activité aussi, pas uniquement du fait que les cotisations augmentent. Et il faudra se poser la question de comment est-ce qu'on profile un peu mieux la prime d'activité pour que les personnes qui progressent dans l'échelle des salaires perdent un peu moins, ou en tout cas un peu moins vite. C'est normal qu'on perde, parce qu'on aide moins les gens qui gagnent un peu plus, mais éviter que la perte soit trop importante. Merci Stéphane. Peut-être aussi une réaction de Luc qui va nous donner le point de vue de son organisation sur la question du revenu universel. Et au-delà de la seule réponse sur le revenu universel, comment on peut échapper à cet empilement, enfin au piège de cet empilement de dégressivité, à la fois du côté des exonérations de cotisations sociales et des prestations versées aux ménages au niveau des bas revenus du travail. Quelle est la réponse à cette difficulté? Et une réponse bien sûr soucieuse de la situation des finances publiques. Ah oui, évidemment. Alors, la CFDT, elle n'a pas de positionnement sur le revenu universel. Elle s'inquiète simplement, ça vient d'être dit, de dire si on mettait dans un grand creuset en fait toutes les prestations sociales qui sont distribuées de quelque nature que ce soit, puis qu'on les redistribuerait de manière quasiment indifférenciée ou très peu différenciée, ça créerait surtout beaucoup d'inégalités, premièrement. Deuxièmement, mon positionnement personnel, c'est de dire que finalement, imaginez que le revenu universel, c'est d'une certaine manière la solution au chômage ou la solution à la pauvreté, c'est aussi une forme de renoncement. C'est-à-dire, on dit, non, vous savez, c'est fini, le travail, c'est pas ça qui est le facteur d'insertion dans une communauté nationale, globale, etc. On va avoir en fait un pays à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui travaillent, qui gagnent de l'argent par leur travail, etc. Et puis les autres,
on acterait d'une certaine manière le fait que oui, les autres, ils sont à côté, etc. Et donc, c'est d'une certaine manière, enfin ça c'est mon positionnement personnel, une forme de société à deux vitesses qui pour moi n'est pas envisageable. Alors après, pour répondre à ta question, Gilbert, nous, avant le rapport qu'on globalement soutient, on trouve très intéressant la manière dont il a été fait. On trouve, il y a une réunion du Haut Conseil de rémunération ce matin, là justement, qui doit positionner un avis sur le rapport, enfin travailler un avis. Nous, on a été extrêmement intéressés par les propositions. Nous, initialement, on était globalement, ce qu'on dit, c'est que les exonérations de cotisations sociales, elles ont été faites au départ pour soutenir l'emploi et notamment soutenir l'emploi des salariés non qualifiés dans les années 90. On sait que ces exonérations, elles ont plutôt fonctionné sur des très bas niveaux de rémunération autour du SMIC. Que par contre, au-delà de 2,5 fois le SMIC, au-delà même de 1,6 fois le SMIC, il n'y a à peu près rien qui montre que ça soutient véritablement ou que ça crée ou que ça maintient de l'emploi. Et donc, dans cette mesure-là, nous, notre position, c'était de supprimer les allègements de cotisation au-delà de 1,6 fois le SMIC. Alors évidemment, ça rapporte 12 milliards de plus, si j'ai bien compris dans votre chiffrage, dans votre rapport aux finances publiques, bon, très bien. Mais évidemment, ça c'est pas sans effet non plus sur les entreprises, et vous chiffrez d'ailleurs l'impact que ça peut avoir sur l'emploi, autour de 60 000 emplois, etc. Je dis au passage que sur toutes ces questions-là, l'application du rapport, etc., il y a un lobbying absolument éhonté des organisations patronales qui racontent à peu près tout et n'importe quoi, en disant que voilà, ça va, c'est des centaines de milliers d'emplois qui vont être détruits, etc., etc. Il faudra qu'on m'explique quand même comment est-ce qu'ils ont fait leurs calculs, c'est-à-dire comment est-ce que l'application, comment est-ce que vous arrivez à un chiffrage de 60 000 emplois quand on supprime tous les bandeaux au-delà de, enfin tous les bandeaux, et puis comment eux arrivent à des centaines de milliers de suppressions d'emplois avec simplement l'application, l'application de la proposition initiale du gouvernement, puisque c'était ça leur bon. Et donc, alors évidemment que la suppression au-delà de 1,6 fois le SMIC, elle a des effets évidemment sur l'entreprise, sur les entreprises. Nous, on a dit il y a deux questions qui se posent. Évidemment, il y a la question de la rémunération, et puis il y a la question des conditions d'emploi et de la qualité de l'emploi. Et nous, on a dit qu'il vaudrait mieux transformer les sommes consacrées à ces allègements de cotisation, à l'amélioration de la qualité de l'emploi, et donc de les transformer en aide directe aux entreprises qui améliorent leur qualité de l'emploi. C'était un peu ça la proposition, etc. C'est pas forcément totalement incompatible avec ce que vous avez proposé, mais c'est pas dans le scope du tout aujourd'hui des discussions avec le gouvernement. Hein. Voilà. Mais évidemment, la question des finances publiques, elle est pas secondaire, elle est évidemment très importante. Moi, ce que je note, c'est que on sait, enfin c'est l'OFCE qui dit ça, que l'augmentation massive de la dette qu'on a connue ces dernières années, elle est causée à 50% par le quoi qu'il en coûte, disons, pour aller vite. Ce quoi qu'il en coûte, il a sauvé globalement les salariés et il a sauvé les entreprises. C'est pas franchement scandaleux que tout le monde mette la main à la poche. La question, parce qu'il n'y a pas d'argent magique, ça n'existe pas. Donc il y a un moment qu'on rembourse cette dette-là. Ok, mais la question c'est comment est-ce qu'on la rembourse et qui paye? C'est toujours ça la question. Or aujourd'hui, on voit bien que les employeurs ne veulent pas payer. Voilà, ils préfèrent que moins qu'on soit. Enfin, parce que si les employeurs ne mettent pas la main à la poche pour aller vite, ça veut dire que c'est d'une autre manière que ça va être remboursé. Et donc ça va être sur l'assurance maladie, ça va être sur l'assurance chômage, et ça va être sur beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que c'est la majeure partie des travailleurs de ce pays qui vont avoir à assumer cette question-là. Voilà. Merci Luc. Il y a une question qui est posée sur le rôle que pourrait tenir la formation, formation professionnelle, formation initiale, etc.,
pour lutter contre les situations de pauvreté laborieuse. Alors, je ne sais pas si, Pauline, tu veux donner quelques éléments de réponse. Enfin, je ne sais pas si je répondrai à toutes ces questions, mais alors sur la formation professionnelle, en tout cas, enfin, si on parle dans le rôle dans la dynamique salariale, alors il y a un constat un peu général depuis 20 ans sur le rôle de la formation professionnelle, qui est que ça atteint plutôt les très qualifiés dans les grandes entreprises, même s'il y a eu toutes des réformes successives, la dernière étant, je pense, en 2018, la loi pour choisir son avenir professionnel. Donc, si on parle de pauvreté, tout à l'heure, le constat était que les travailleurs pauvres étaient plutôt dans les toutes petites entreprises. C'est pas forcément le cible. Donc, après, effectivement, on peut avoir comme je le disais, des réorientations des plans de formation professionnelle. À la fois avec le compte personnel de formation, la modélisation qui permet en principe d'acquérir des compétences au moins pour des reconversions, puisque finalement, c'est quelque chose que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, mais sur les progressions, les personnes qui sortent des bas revenus salariaux, c'est surtout par des changements de secteur. Et également sur il y a eu un plan d'investissement dans les compétences que je connais un petit peu pour avoir fait partie du comité d'évaluation, et Stéphane en faisait partie également, pour former les personnes en recherche d'emploi pour améliorer leurs compétences et accéder à des emplois plus performants. L'efficacité de ces mécanismes reste encore à évaluer complètement. Alors, je me souviens justement dans le cadre de cette évaluation des plans de formation, si on pense aux secteurs qui sont majoritairement pourvoyeurs de bas revenus, d'un rapport, alors là c'était plutôt une étude sociologique qualitative des formations dans le secteur du nettoyage, donc qui, comme je l'ai montré, est un secteur assez central, sur lequel il y a effectivement un sous-investissement chronique des employeurs avec des dynamiques il y a de très fort turnover parce que du fait de conditions de travail très difficiles et donc des difficultés. Enfin, les employeurs ne sont pas incités à former les salariés qui partent très vite et le manque de formation empire les conditions de travail qui font que les salariés partent très vite. Donc, je pense qu'il y a au-delà de la macro, il y a effectivement je pense que je rejoindrai des éléments qui ont été dits, des négociations au niveau des secteurs un peu de réflexion sur la compétence au-delà de ce qu'on peut effectivement avoir en tête sur la formation en tant que amélioration des compétences générales. Merci Pauline. Je crois, Luc, que tu voulais oui, sur ce point. Forcément, ce point-là, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, comment est-ce que dans les entreprises et dans les secteurs professionnels, on reconnaît les compétences acquises par les salariés, par la formation professionnelle, par le diplôme, ça j'allais dire, c'est la formation initiale évidemment, mais par la formation tout au long de la vie. Il ne suffit pas simplement de se former, encore faut-il que derrière, le fait de s'être formé a des conséquences et se traduise par de la mobilité fonctionnelle à l'intérieur de la même entreprise ou à l'extérieur de son entreprise dans laquelle on est, etc. Or, aujourd'hui, ça marche pas beaucoup, et ça marche d'autant moins si on a des systèmes de classification des emplois qui ne sont pas du tout, qui sont totalement obsolètes, comme c'est le cas dans un certain nombre de secteurs. Et cette question-là, elle est évidemment fondamentale. Et tant qu'on ne l'aura pas réglée, on se heurtera à un problème. Merci. Vous voulez rajouter un petit mot sur la formation, non? Très rapide sur la formation. Je crois que c'est un problème qui n'est pas uniquement français. C'est l'accès à la formation des personnes les moins qualifiées, les moins diplômées. C'est très dur de les atteindre partout. D'abord parce qu'ils sont, comme vous l'avez dit, comme Pauline l'a dit, prioritairement dans les petites entreprises, dans lesquelles il y a beaucoup plus de freins d'accès à la formation. En termes d'organisation du travail, on est moins nombreux. Envoyer quelqu'un en formation, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Et puis, il y a un coût à la formation aussi, ce qui est plus difficile à porter par ces petites entreprises. Mais aussi parce que souvent, les personnes qui sont les moins qualifiées, comme d'ailleurs les petites entreprises dans lesquelles il ou elle travaille, ne voient pas l'intérêt de la formation, ne comprennent pas l'intérêt de la formation, ne mesurent pas bien les effets de la formation,
pour eux, chefs d'entreprise en termes de productivité, et pour eux, salariés, en termes de gains salarial. C'est pas évident. Et donc, du coup, déjà que bon, le rapport à la formation et l'éducation n'est pas top chez ces personnes qui souvent n'ont pas dépassé le bac ou même n'ont pas obtenu le bac. Alors effectivement, si en plus il n'y a pas de gains évidents à la formation et des complications en termes d'horaire, etc., et d'accès à la formation, évidemment, l'accès est très compliqué. Et c'est ce qu'on voit dans l'évaluation du PIC. Le PIC a augmenté le volume de formation, mais n'a pas changé la proportion en faveur des personnes les moins diplômées. Oui. Merci Stéphane pour cette précision, mais la dégressivité, l'empilement, encore une fois, des dégressivités des exos et des prestations sociales aboutit à un rendement d'information qui peut être jugé insuffisant pour beaucoup de salariés, parce que la formation professionnelle, c'est des soirées sacrifiées, c'est des week-ends sacrifiés, c'est une vie personnelle sacrifiée pour se former, et le rendement de cet effort, de cet investissement est atténué par le fait que le gain salarial est en partie réduit par la dégressivité des prestations, bien évidemment. Alors, il y a une question qui est posée sur le SMIC. Alors, bien qu'on a vu que le SMIC n'est pas une bonne réponse aux situations de pauvreté laborieuse, et qui consiste à dire, compte tenu des différences du coût de la vie entre une région ou une autre en France, est-ce qu'on ne pourrait pas décliner le SMIC d'une façon plus locale et régionale? C'est d'ailleurs une proposition encore récemment de la présidente de la région Île-de-France. Alors, le groupe d'experts sur le SMIC avait regardé cette proposition avec bienveillance en 2018. Et en fait, l'INSEE nous avait fourni beaucoup de chiffres qui nous montraient que les écarts de coût de la vie sont essentiellement, enfin, sont principalement causés par des écarts de loyer, du prix du logement, mais que ces écarts de prix du logement, en fait, c'est pas des écarts simplement entre régions, intra-régions, il y a des écarts absolument phénoménaux. Et d'ailleurs, dans l'Île-de-France, un même logement en Seine-et-Marne ou à Neuilly-sur-Seine n'a évidemment pas du tout le même prix, et pas du tout le même loyer. Donc si on voulait prendre cette dimension en compte dans le salaire minimum, il ne faudrait pas faire autant de salaires minimum qu'il existe de régions en France, mais il faudrait des milliers de salaires minimum, et donc on aboutirait à quelque chose, bien évidemment, d'ingouvernable. Ça signifie que, si tant est que cette proposition, d'ailleurs, fait sens pour d'autres raisons, donc ça signifie que c'est pas le rôle du SMIC de prendre en compte ces différences de coût de la vie qui peuvent exister sur un territoire comme celui de la France. Alors, il y a une dernière question qui est posée, et qui est celle de la justice sociale. Les mots justice sociale ont été peu employés ici. Quelqu'un qui a compté que dans ton rapport, Antoine, il est employé une fois. Je ne sais pas si c'est vrai. Il est employé une fois, et qu'une fois, est-ce que les questions de lutte contre la pauvreté laborieuse ne percutent pas donc cette dimension de justice sociale, et comment on peut introduire cette notion-là, et par quelle grille, quoi, en quelque sorte? Donc la question de la justice sociale de façon plus globale, c'est quelque chose qui dépasse largement juste la question de la façon dont on profile notre système socio-fiscal. Donc il y a une question globale du niveau, par exemple, des prestations qu'on souhaite en fonction des caractéristiques pour lutter contre la pauvreté, mais ça dépasse largement simplement le système socio-fiscal. Il y a tout un élément de politique publique qui peuvent lutter contre la pauvreté, qui ne sont pas de l'ordre de la redistribution socio-fiscale. Des politiques, on a parlé des politiques de formation, mais des politiques du logement. Et donc, la question de la justice sociale, moi, je la comprends comme une question qui interroge l'ensemble des politiques publiques et pas uniquement la partie redistributive du système socio-fiscal. Alors, dans le rapport justice sociale, on n'a pas beaucoup utilisé. On a essayé de répondre à une... Déjà, parce que, comme l'a souligné Stéphane, on n'est pas réussi à répondre à toutes les questions qui nous étaient posées dans la lettre de mission du fait qu'on doit attaquer un système d'une extrême complexité. Donc, c'est pas juste, vous voyez, quand on parle des exonérations de cotisations sociales, je vais vous présenter le barème principal, mais il y a 18 barèmes différents d'exonération de cotisations sociales. Il y a 3066 façons de définir l'assiette des cotisations sociales.
Si vous voulez attaquer sur la prime d'activité, il faut arriver à prendre en compte l'ensemble des dimensions familiales et autres. Donc, vous voyez, et la raison fondamentale pour laquelle on n'a pas réussi à traiter la question de la prime d'activité, c'est que quand on tirait le fil de la prime d'activité, on tire le fil de l'ensemble des sujets des prestations sociales et du prélèvement à la source et de comment on essaye de repenser la définition des revenus nécessaires pour ces différentes prestations, l'intégration de ces différentes prestations, et vous tirez la pelote, et en fait, c'est un autre rapport qui apparaît, qui est nécessaire, qui du coup s'éloignait de ce qu'on arrivait à pouvoir traiter sur la question des incitations à la progression à la dynamique salariale. Moi, le message peut-être que je voulais faire passer, qui est dans le rapport et que je trouve très important, au-delà des débats budgétaires qui sont de ces semaines et qui, à mon avis, est très important pour le futur, c'est on a dans le rapport fait un effort, dans les 2 derniers chapitres, de réfléchir au financement de la protection sociale pour lui redonner de la cohérence, de la lisibilité. Et on a eu la conviction, Étienne Wasmer et moi, qu'on est à un niveau de complexité du système et de non-lisibilité entre des instruments fiscaux et les instruments de cotisation sociale, où on a perdu le sens clair du fait que la cotisation sociale, dans sa nature d'assurer des droits contributifs, est quelque chose qui est une partie prenante de la rémunération du salaire qui doit être perçue par les salariés parce que c'est leur rémunération et leurs droits propres, et quelque chose de très différent qui est le financement de notre protection sociale universelle qui n'a pas de lien individuel et qui là doit faire partie d'un financement qui est du coup universel, global, qui a sa progressivité et qui doit du coup être pensé comme étant le plus efficace possible. Aujourd'hui, on a perdu cette lisibilité-là et pour la retrouver, il faut faire quelque chose qui est un travail assez de fond pour remettre finalement de la clarté et du coup de l'adhésion dans la façon dont notre financement de la protection sociale est fait pour que ces liens-là et cette lisibilité et l'adhésion puissent être faits par les salariés. Et ça, c'est une partie, à mon avis, importante du rapport, qui est un peu passée à la trappe dans le débat public parce que la question finalement du barème là, et des discussions à l'Assemblée a pris le pas, mais j'aimerais bien que finalement, dans les mois ou les années qui viennent, on ne perde pas ça de vue. Merci. Merci Antoine. Je crois, Pauline, que tu voulais dire un mot sur ça. Non, mais juste très rapidement. Alors, justice sociale, ça dépend un peu de... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de manières de la définir, mais c'est un sujet sur lequel j'ai rapidement passé à la fin, qui est la question, effectivement, sur un fait qu'on observe, comme je l'ai dit, à la fois en France, alors on va dire que c'est pas dans toutes les branches, mais dans beaucoup de pays, qui est que les augmentations du SMIC se traduisent souvent dans l'intérieur d'une entreprise par une augmentation de l'ensemble des salaires, de même ceux qui ne sont pas directement affectés par le SMIC, en tout cas à long terme, et alors même que c'est coûteux. Alors ça peut être plus freiné en France du fait des coins socio-fiscaux, mais on l'observe quand même aussi en France. Et je pense à d'autres travaux récents. Alors chaque contexte est différent et on n'est pas forcément le même point de base, mais le même point de départ, mais il y a toute une littérature qui montre effectivement ces effets de spillover, de diffusion du SMIC avec... c'est compliqué à expliquer sur le plan... et donc là, ce qui est effectivement une des pistes, c'est que pour les employeurs, garder une progression salariale, c'est une manière d'incitation des salariés, avec aussi, et ça c'est des résultats d'économies expérimentaux que je trouve assez intéressants, sur le fait que le salaire minimum, c'est dans des contextes totalement abstraits, défini comme, même pour des gens qui... C'est défini comme le salaire... augmenter des gens au-dessus, c'est une manière juste, donc c'est vraiment des repères avec une notion de justice, d'avoir cette progression salariale. Donc après, la question est comment est-ce que le coin, ça a été toute la discussion de comment est-ce que le coin socio-fiscal peut s'observer, mais ça permet quand même d'avoir ces mécanismes. Merci Pauline. Et puis, sur cette question de justice sociale, on ne peut pas ne pas donner le mot de la fin aux représentants de l'organisation, la principale organisation syndicale en France. Je ne suis pas dépositaire de la justice sociale, d'autant plus que ça dépend par quel bout on prend. Je suis d'accord pour dire que sur la protection sociale, la question de la lisibilité du sujet, elle est extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que globalement dans la population, ce qui relève de la protection sociale, des cotisations sociales ou ce qui relève de l'impôt, c'est la même chose. Or, ça n'est pas.
la même chose déjà. Donc il y a cette question-là. Je rappelle que globalement, la protection sociale, c'est l'idée de dire chacun paye selon ses moyens et utilise selon ses besoins, notamment sur la question de la maladie, etc. Or, ce qu'on voit, moi je suis issu du secteur de la banque et de l'assurance, c'est qu'il y a une tendance de fond, notamment dans la question de l'assurance, c'est que la question de la mutualisation, qui était un point fort de la question de l'assurance, elle est en train d'être remise en cause par un certain nombre de personnes, où sur un certain nombre de risques, on est dans de la démutualisation. Et de la démutualisation, ça veut dire que ceux qui perdent, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours les plus faibles. Et puis, globalement, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on est passé d'un discours global autour de la lutte contre les inégalités, c'est-à-dire quelles que soient les inégalités, on essaye de lutter contre les inégalités, à aujourd'hui une notion qui est celle d'égalité des chances. C'est-à-dire, tout le monde a les mêmes chances au départ, et puis ensuite, ce qui advient, finalement, c'est la responsabilité individuelle des gens, et on ne travaille moins sur la question de la lutte contre les inégalités, et ça aussi, ça fait partie du paysage. La question, on le voit sur la formation professionnelle. Après tout, il y a des gens qui peuvent avoir des parcours de vie extrêmement chaotiques, et donc la question de ceux qui ont raté leur formation initiale pour X raisons, est-ce que ça veut dire derrière que c'est fini pour eux? Et donc la question de la formation, de l'émancipation au travail par la formation professionnelle notamment, c'est une question extrêmement importante qui fait partie de la justice sociale, auquel je crois beaucoup, mais qui n'est pas si simple à mettre en œuvre comme ça a été relevé pour tout un tas de raisons tout à l'heure. Voilà. Merci Luc. Juste préciser que dans la littérature abondante qui porte sur les questions de justice sociale, la dimension de la responsabilité individuelle occupe une place bien évidemment centrale. Voilà, il est temps de finir cette conférence, puisque plusieurs d'entre nous devons rejoindre d'autres lieux pour d'autres conférences. Je voudrais remercier chaleureusement les 4 intervenants à cette conférence pour la qualité de leur intervention.